Voici l'épisode 344 qui se veut être comme toujours une sorte de respiration, une pause dans votre emploi du temps toujours trop chargé. Comme toutes les semaines, on vous parle technologie à notre façon et pour parcourir notre revue de presse hebdomadaire hors des sentiers battus, il faut le dire, on retrouve cette semaine Benoît et Sébastien. Apple a présenté quelques évolutions de produits, on fera le point évidemment dans quelques instants. Connaissez-vous le STEM Player? Quelle est son originalité? Comment fonctionne-t-il? On en parle aussi dans ce numéro. Mark Zuckerberg a lâché quelques informations sur la prochaine version du MetaQuest, le casque de réalité virtuelle Quest 3, pendant que, dans un tout autre domaine, on fêtait l'anniversaire du Raspberry Pi original. Tout cela, ainsi que de bien d'autres choses, c'est le programme de vos 60 prochaines minutes. Bienvenue et d'avance merci de vous abonner au Techno. Merci également pour vos commentaires et les partages de nos contenus dans vos réseaux. Bonjour Benoît, bonjour Sébastien. Salut. Allez-vous bien? Ouh là là, un petit hello. Ça c'est Sébastien, c'est un peu un moteur diesel, Sébastien. C'est-à-dire qu'il a toujours un peu il démarre toujours un peu à froid comme ça. C'est voilà. Donc on va lui changer les bougies de préchauffage un jour, mais pas là. C'est comme ça que je suis la journée. Oui. C'est pas drôle. Hein, je ne suis pas drôle. Mais toutes les 20 minutes, il est comme ça. C'est-à-dire que chaque fois, il doit redémarrer. Il refroidit vite, en fait. C'est ça que j'essaye de dire. Comment va Benoît? Ça faisait un moment que... Il va bien, ça va. On t'a déjà vu cette année, par contre, hein, je pense. Oui, non, bonne année. Oui, tout à fait. Je suis déjà venu. Oh, c'est un peu tard, là. Mais c'est vrai qu'on s'est pas encore vu. Cette année, bonne année. On va pouvoir lire Joyeuse Pâques dans pas longtemps. Donc, voilà. Bon, bah écoutez, si tout le monde va bien, on salue évidemment tous ceux qui nous ont laissé des messages, des commentaires, ci et là, j'ai envie de dire. J'ai pas pris les noms, vous m'excuserez cette semaine, mais ceux dont je parle savent que je parle d'eux, donc voilà. Et ceux qui ne se sentent pas concernés, n'hésitez pas à mettre des commentaires, et je ferai allusion à vous, probablement dans un prochain épisode. Si vous le voulez bien, on va entamer directement notre abécédaire avec la lettre... comme Alphabet, on nous a fait la remarque il n'y a pas longtemps, justement dans les commentaires on nous a dit pourquoi vous dites toujours Google et pas Alphabet, vous dites bien Meta et plus Facebook. C'est pas faux, et je me tourne vers ma petite camarade, c'est vrai que c'est quelque part c'est devenu un abus de langage de dire Google quand on parle d'Alphabet, mais en même temps dans Alphabet il n'y a que Google, alors que dans Meta il y a Facebook, Instagram, WhatsApp, etc. Donc voilà, c'est pour ça sans doute qu'on a gardé le réflexe de dire Google quand c'était Google et puis Meta quand il s'agit de Facebook, Instagram, etc. C'est Sébastien qui ouvre le feu en parlant justement d'Alphabet qui souhaite racheter une boîte, pas n'importe laquelle, et pour quand même 5,4 milliards de dollars. Sébastien. Oui, c'est pas rien. Et alors, le nom n'est pas spécialement hyper connu. Non. Et la boîte n'est pas très vieille non plus. Elle a été fondée en 2004 aux États-Unis, près de Washington, en Virginie. Et alors, c'est une boîte de sécurité. Donc, c'est pas spécialement le domaine dans lequel on disait Google va investir, en tout cas investir plus de 5 milliards, mais voilà, c'est dans la sécurité, c'est pour son cloud, c'est pour pouvoir proposer du service aux entreprises, parce que les entreprises sont stressées et ont besoin de conseils en sécurité, et en fait c'est ça, hein, ils ont toute une série de gars qui sont là pour venir investiguer, t'aider à résoudre, mais pas le petit problème sur ton PC, plutôt le gros problème d'un État ou d'une énorme société. Ils ont déjà, par exemple, travaillé sur... on en avait parlé l'année passée, tout ce qui était le hack du pipeline aux États-Unis sur toute la côte Est qui avait été bloqué par un ransomware, etc. Si je puis me permettre, c'est pas parce que la boîte est pas connue qu'on ne doit pas donner son nom. Tu l'as pas dit. Je me semblait que tu l'avais dit. Non, je l'ai pas persuadé. Non, tu l'as pas dit. Non, eh bien alors... alors c'est hein, mais alors c'est un truc qui est très connu en Belgique, le nom, c'est très très bon en général avec chocolat noir, chocolat blanc avec des petites noisettes. Oui, toi tu le vois comme ça. Oui. Donc je vous enjoins à venir en acheter en Belgique si vous ne connaissez pas, c'est des mendiants. Ça s'appelle des mendiants, oui, voilà, c'est ça. Mendiants. Et c'est super bon les mendiants. Oui, c'est mieux de le voir comme ça parce que moi je pensais plutôt à un autre type de mendiant. Oui, mais ça, écoute, soyons positifs, on l'a dit. Oui, on est tout à fait, on a dit alors, le chocolat. Alors, ça existe en chocolat blanc, chocolat au lait et chocolat noir. Hein. Bon, on vend le savoir-faire belge. Hein.
oui, et je me demande si on va pas ouvrir un site d'e-commerce très vite. Je sais pas si je connais quelqu'un qui est capable de faire ça, mais donc voilà, on vendra des mendiants fondus. Parce que ça pose, voilà. Ah oui, mais ça s'exporte très bien. Il s'agit de sécurité de haut vol, ouais. C'est du haut vol, c'est vraiment de l'investigation et c'est voilà, c'est de l'étatique ou du truc un peu costaud. Donc c'est toujours ici soumis à l'approbation des autorités. A priori, je vois pas pourquoi ce serait refusé. Ce sera bon pour le cloud Google. Il y a d'autres boîtes de sécurité qui existent sur le marché et d'autres les concurrents aussi des départements de sécurité. Donc pour moi, ça devrait passer. Donc voilà, c'est plus ou moins tout sur la petite boîte. Ouais, je trouve ça pas mal quand même, 5 milliards en 5 milliards 15 ans. C'est l'opération. Sacré valo. Parce qu'à l'époque, ils avaient racheté Waze. Tu disais Google Alphabet n'a que une société, non, il y en a plusieurs, il y a Waze, oui, c'est vrai, pas dans Google, il y a quelques trucs, mais c'est pas aussi... Mais on les garde pas en mémoire, tu vois, ou ça nous vient pas à l'esprit en première intention, parce que tellement enfin, je ne sais pas. Question de marketing, hein, on n'a pas non plus entendu beaucoup parler de Alphabet, alors que Meta, on nous a matraqué là-dessus. Ouais, alors que oui, c'est vrai qu'Alphabet, on nous l'a présenté peut-être un petit peu comme la société commerciale, enfin le bureau central qui gère un peu tout. Voilà, maison mère, plutôt que Meta, où là, effectivement, Zuckerberg a un peu survendu son truc, et que du coup, ça nous est peut-être plus resté en tête qu'Alphabet. Enfin, voilà. Ouais, mais maintenant, le changement de nom de Meta était pas mal non plus, parce que là, au moins, ça veut dire quelque chose que Alphabet... Oui, en fait, Alphabet, ça veut dire quelque chose aussi, mais... Ouais, c'est moins vendeur. Hein. Oui, sauf dans les classes de maternelle. On commence par... Et dans les podcasts. Et dans les podcasts. Puisque, oui, certains podcasts ont des alphabets. Je sais pas ce que pense de cette news, hein, pas de tout le délire qu'on se paye en début d'épisode. Je voulais rassurer les auditeurs qui veulent lutter le mendiant, ça coûte pas 5,4 milliards. Non, c'est ça. Des prix très raisonnables, ces petits morceaux de chocolat. Ça dépend qui le fabrique aussi, hein, parce que il y a des chocolats. Non, mais même, ils les vendent pas 5,4 milliards. Non. Même les très bons. Ou alors pas de dollars. De roubles peut-être, mais pas de dollars. Un avis sur cette news ou on peut passer à autre chose? Pas spécialement, non. Je pense que ça a été très bien résumé par Sébastien, donc je vois pas. Oui, c'est ça. C'était une petite, c'était une mise en bouche. J'ai presque envie de dire. Hein. J'ai vu comme on est bien courtois et tout pour ce début de podcast et tout. Oui, merci, ça fait plaisir de te revoir. On bonne année. Oui, c'est ça. Merci monsieur. Non, mais je vous en prie, laissez-moi passer. C'est très bien fait. Quelque chose me dit que ça ne va pas durer. Parce qu'après la lettre A comme alphabet, nous avons la lettre A comme Apple. A comme Apple, Benoît, tu voulais nous parler donc des annonces qui ont été faites cette semaine par la marque à la pomme, comme on dit. Hein, moi, j'attendais un petit peu ça parce que j'attendais des nouvelles de l'iPhone SE. Je m'en suis jamais caché. C'est un appareil que je trouve, voilà, le juste prix. J'ai presque envie de dire. Donc, mais par ailleurs, il y avait d'autres annonces comme iPad Air par exemple, ou encore Studio Display, ou encore le fameux Mac Studio, dont certains parlent déjà en mal alors qu'ils ne l'ont jamais vu. Qu'est-ce qu'on peut dire, Benoît? Qu'est-ce que tu as retenu? Je pense que tu as tout résumé. Voilà les annonces, on peut passer à la suite. Non, plus sérieusement, mais il y avait l'essentiel des annonces, c'était ce que tu as évoqué, c'est-à-dire des mises à jour de produits existants. Toi, tu attendais l'iPhone SE. Qui est intéressant parce qu'en fait c'est la même puissance en fait qu'un iPhone 13, donc le dernier modèle, pas le tout haut de gamme, hein, parce que le tout haut de gamme c'est le Max, mais quand même un modèle très récent. Donc ils sont installés la nouvelle puce dedans, ils mettent la 5G, etc. Puis mise à jour sympathique. Moi j'attendais l'iPad Air parce que mon ancien iPad Air est quand même un petit peu maintenant très vieux et je peux plus le mettre à jour et du coup il commence à plus avoir des petits problèmes de batterie, tout ça. Donc voilà, c'est ça que j'attendais. Même principe, hein, c'est de la mise à jour et ce qui est assez intéressant, c'est que le R, c'est le modèle qui dans la gamme Apple est entre le mini et le Pro. Et je trouve qu'ils ont bien positionné le produit avec en faisant un petit peu les mêmes genres de mise à jour que ce qu'ils ont fait il y a pas très longtemps sur le mini. C'est-à-dire la 5G, une série de nouvelles couleurs, etc. Et puis en même temps, du Pro, ils ont pris la puce M1,
Donc c'est quand même une bonne bête en termes de puissance, donc ça fait une machine qui devrait quand même être assez attractive. Alors la 5G c'est optionnel, hein. On peut l'acheter simplement en Wi-Fi, ou on peut l'acheter en Wi-Fi plus 5G, en fonction de l'usage qu'on va en avoir. Et alors la dernière petite annonce, même si ça c'était le côté un peu plus surprise, c'est pas de la simple mise à jour, c'est effectivement le nouveau Mac Studio. On en avait parlé, les puces M1. Alors, pas que je me trompe, parce que je n'arrête pas de me tromper. Les puces M1 Max, donc celles qui équipent les nouveaux MacBooks là, qui ont été annoncés il n'y a pas très longtemps, en fait, sont capables de... On avait découvert dessus qu'il y avait une espèce de connecteur qui faisait un petit peu bizarre, et ce connecteur, en fait, permet de réunir deux puces ensemble. Et donc, du coup, on a 2 fois plus de corps, 2 fois plus de mémoire, 2 fois plus de GPU, et avec une bande passante d'enfer entre les deux corps. Donc, c'est un petit peu... Enfin, c'est une manière très astucieuse pour doubler la puissance de la puce sans devoir passer à des gravures plus petites et sans devoir non plus avoir la difficulté de faire des puces qui deviennent vraiment trop grandes, ce qui fait beaucoup de déchets quand même. Donc c'est ce nouveau processeur qui est une petite bête taillée pour le montage vidéo ou pour ce genre d'application avec énormément de besoin de puissance. Oui, parce que il me semble que c'est 9 streams 4K qu'il est capable de jouer en même temps, donc c'est vraiment, c'est vraiment de la bête de calcul. Ils en ont fait ils l'ont mis dans un Mac mini, mais un petit peu plus haut. Parce qu'il y avait un problème de dissipation d'air, etc., des ventilateurs plus puissants. Et donc ça fait ce petit studio. Et ils ont également annoncé un écran studio qui est assez bon marché pour Apple, puisque on se souvient que l'écran précédent était quand même légèrement hors de prix et ne comprenait pas le pied. Donc ici, maintenant, pour $1500, quelque chose comme ça, on a un écran qui a l'air très bien, avec même chose, une puce embarquée, donc du coup la capacité de faire, tu sais, pour la caméra, elle peut te suivre à l'écran quand tu bouges, donc toutes les choses qu'on trouve sur les Mac modernes, mais pour seulement 1500 €, et avec un pied, monsieur. Oui. Le pied est fourni. Je me permets juste un bémol, quand tu dis seulement 1500 €, je pense que sur le marché, il y a aujourd'hui des écrans qui ont à peu près les mêmes caractéristiques, qui sont moins chers que ça. Ça, on est bien d'accord, mais je compare avec l'écran précédent. Oui, bien sûr, là, il n'y a pas voilà, donc là, on est sur... les prix ont fondu, mon bon monsieur, ça ne coûte plus rien. Pour ce prix-là, vous en mettrez 2. Donc c'est vraiment voilà. On est clair qu'on reste dans la gamme de prix Apple, on reste aussi dans le niveau de finition Apple, et on reste quand même dans un certain nombre d'éléments d'innovation, puisque je rappelle, dans cet écran, il y a une puce. Donc il y a un vrai petit processeur, il y a un A13, je pense. Donc, du coup, ce qui permet en fait à l'écran de prendre en charge des fonctionnalités supplémentaires, t'as le True Tone pour avoir... Il y a quand même des fonctionnalités qu'il n'y a pas sur d'autres écrans, c'est ça. Voilà, tout à fait. Il y a un truc qui m'a beaucoup amusé sur le Mac Studio, c'est le poids. Donc la version M1 Max, elle fait à peu près un petit peu moins de 3 kg, et la version M1 Ultra, donc avec les 2 processeurs ensemble, elle fait un petit peu moins de 4 kg. Enfin, 2,7 kg, 3,6 kg. Donc quand même pratiquement 1 kg de plus. Et on peut quand même se demander, cette puce, elle est vachement lourde. En fait, non, c'est le radiateur. Pour dissiper la chaleur, il fallait un radiateur qui conduit beaucoup plus efficacement la chaleur, et donc le radiateur en aluminium traditionnel est remplacé par un radiateur en cuivre. Et on parlait de cuisine tout à l'heure, mon bon Marc, et tu sais que j'aime bien cuisiner dans des poêlons en cuivre, et donc je sais que le cuivre c'est très lourd par rapport à l'aluminium, et ça explique la différence de poids des 2 machines. Et en même temps, c'est pas des machines qui chauffent énormément de base. Enfin, le processeur, c'est... Ah bah oui, c'est ça l'intérêt, évidemment. C'est ça l'intérêt de la chose aussi. C'est des puces M1, donc c'est des puces basse consommation. Voilà, c'est un bon résumé, sauf si tu as encore quelque chose à dire par rapport à cette présentation de produit. Benoît, je sais pas si Sébastien avait un truc à rajouter, une petite vacherie, un truc... Je trouve que c'est très bien réfléchi de la part Apple. Au moins, quand ça n'en aura plus l'utilité, ce sera un super cale-porte.
4 kilos, ça va quoi. Ceci dit, les ordinateurs classiques, on va dire, c'est tour, très moche, etc. Ça fait de très bons cale-porte aussi, hein. Ça fait même, voilà, ça peut faire des cases. Ah oui, mais là, il a la bonne taille en plus, tu vois. Oui, c'est vrai. Mais bon, voilà. Non, mais on n'avait pas dit qu'on était sympathiques les uns pour les autres, là, cette émission? Non, mais j'avais dit, pour Apple, ça changeait tout de suite, on change tout. On change la donne, etc. On va se taper des vilains commentaires, on va nous mettre peu d'étoiles en disant non, j'aime pas les produits Apple, machin, etc. Voilà, moi je suis désolé de vous le dire, mais là, on est devant quelque chose. C'est pas la perfection, mais non, juste ça, c'est vraiment pour énerver tout le monde. Tu vas t'acheter le nouvel iPhone, sois content. Tu vas pouvoir te faire plaisir. Pas tout de suite, mais ceci étant dit, moi je le dis franchement, hein, je suis très économe. J'ai le S1, mais le premier. Donc il a 6 ans là maintenant, donc on peut pas dire que je sois un gros consommateur Apple sur le coup. Non, ça me paraît raisonnable. Moi aussi, je garde mes iPhones plusieurs années. Hein. Voilà, c'est ça. Et c'est un petit peu plus cher à l'achat, mais tu les gardes ton temps, donc globalement, oui, c'est l'un dans l'autre. Par année, le prix doit pas être si différent que ça. Voilà, et je pense que quand on parle d'obsolescence programmée, oui, certes, il y a une obsolescence. Alors est-elle programmée ou pas, j'en sais rien, mais moi j'ai toujours gardé ces appareils plus longtemps que les autres. Voilà, mais c'est peut-être aussi parce que vu qu'ils coûtent cher, on les soigne peut-être plus. C'est peut-être ça aussi, faut être honnête. Oui, Sébastien, tu veux me dire une vacherie? J'espère que tu n'attends pas que Steve Jobs annonce le prochain iPhone, parce que sinon tu vas attendre longtemps pour en racheter un. Oui, non, t'inquiète. Non, je sais qu'il ne fait plus de présentation. Il fait plus. Je sais, il envoie machin, Tim Cook. Ouais. C'est lui le nouveau, hein? Ouais, c'est ça. On va arrêter de faire les idiots, ils vont se dire, mais ces gens, ils savent de quoi ils parlent. Oui, ça je peux vous l'affirmer, ces gens savent de quoi ils parlent. C'est Sébastien de nouveau qui va prendre la parole pour parler de la lettre B comme Binance. On dit Binance, c'est comme, je sais pas, je ne sais plus. C'est encore un gros achat. C'est encore des grosses pépettes. Binance, pour moi c'est Binance. Je suis francophone, j'assume. Francisons, c'est Binance. Francisons le truc. Et donc, oui, Binance. Alors pour ceux qui connaissent pas, c'est un des plus gros, c'est le plus gros des échanges crypto. Qui jusqu'à peu n'avait pas de siège social, parce qu'ils disaient nous le siège social il y en a pas, on n'en a pas besoin. Bon, après la législation dans certains pays leur a quand même dit bon, tu mets un siège social ou tu prends la porte. Donc ils sont en train d'en faire un petit peu partout, et d'ailleurs ils se sont lancés en Belgique aussi, ils cherchaient des community managers pour Binance il y a pas longtemps, donc ils s'installent vraiment bien dans tous les pays, et le gars derrière, c'est un gars qui, alors c'est Changpeng Zhao, alors aussi je prononce comme je veux, qui pété de thunes, et aussi connu, hein, tu vois que c'est le Elon Musk de la crypto, hein, on n'est pas loin, il a 5,3 millions de followers sur Twitter, donc tu vois le mec. Ah oui. Il y en a 2-3 quand même. Voilà. Si vous pouvez nous écouter, mettre quelques pouces. Et donc il a vraiment beaucoup d'argent, et il se dit la crypto, j'y crois, mais en même temps, avec Binance, on va commencer à diversifier. Et donc ils sont en train d'utiliser la crypto comme source de fonds pour pouvoir aller acheter un peu tout et n'importe nawak. Alors ils ont acheté, les premières boîtes qu'ils ont achetées étaient quand même fort orientées crypto. Il y avait le Crypto Market et le Coin Market Cap qu'ils ont acheté, qui est un des sites où on peut effectivement avoir toutes les infos sur tous les coins avec le market cap, hein, donc tout ce qui est la taille du marché pour chaque coin. C'est un site qui est très sympathique, ma foi. Et ici, ils ont claqué 200 millions en actions dans le Forbes. Donc ils rentrent dans les médias. D'accord. Ça a son sens parce que d'une certaine manière, on peut supposer qu'il y aura une certaine influence, ou en tout cas une bienveillance de la part de certains médias du coup envers la crypto, qui pour le moment est en pleine discussion aux États-Unis, au niveau de la législation, et en Europe. Je suppose qu'on pourra en parler dans la prochaine semaine parce qu'on est en pleine négociation sur une législation. Voilà, pour officialiser le tout en Europe, et aux États-Unis ils se sont donné quelques mois pour dire ok, voilà, on va tout mettre à plat et voir quels sont les risques.
Voilà, mais donc c'est intéressant que des boîtes pure crypto s'intéressent à plein d'autres sociétés, d'autres secteurs, pour se dire, ok, au moins on est sûr qu'on fera des profits si jamais finalement c'est plus la crypto qui fait les sous. Moi, j'ai un peu l'impression que quand une boîte comme ça, et tu l'as un peu exprimé, Sébastien, qu'une boîte comme ça acquiert des sociétés dans les médias, moi, je pense que c'est pas pour faire du bénéfice, c'est pour faire de la propagande. Parce que là, c'est de la propagande à ce stade-là, hein, on peut plus parler d'information. Donc, moi, c'est ça qui m'inquiète un petit peu. C'est comme les grands groupes médias qui appartiennent à des gros groupes financiers en France, par exemple. Hein, on va pas les citer ici, mais voilà, c'est connu. Et donc, ça pose chaque fois question effectivement de l'indépendance journalistique, de l'indépendance de la presse. Voilà, ça peut être des fois un peu gênant aux entournures. Je sais pas ce que c'est gênant. Oui, vas-y. Bon, c'est gênant en tant qu'Européens. Eux, ils se posent pas vraiment la question. C'est des Chinois. Oui, c'est ça. Donc ils n'ont pas la même vision du monde que nous. Alors j'ai retrouvé comme il avait. Le mec, on a une fortune estimée 300 milliards. Donc il y a les. Oui, bien sûr, mais c'est ce qui nous fait le petit déjeuner. On est d'accord, mais en même temps, on peut importer les crasses chinoises, hein, mais leurs idées de merde, on peut les laisser chez eux. Enfin, tu vois ce que je veux dire. C'est avis tout à fait. Mais t'arrives en tant ils arrivent chez Forbes et ils claquent 200 millions pour acheter des parts. Les mecs, ils vendent. Hein, là, à ce moment-là, ils se posent pas la question. Hein. On est d'accord. Benoît a peut-être une opinion différente ou. Je connaissais pas la boîte parce que je suis pas les crypto avec le même intérêt que Sébastien, mais ce qui m'inquiète toujours un petit peu dans ces boîtes purement financières qui investissent, c'est que ça fait des démarches vraiment de financier, c'est-à-dire on va vouloir de la rentabilité, on va vouloir de la rentabilité, sans nécessairement porter des projets qui sont les plus intéressants. Donc, bon, c'est pas spécifiquement contre Binance ici, hein, cette façon générale, je trouve. Tu vois, ça fait un peu fonds d'investissement et c'est pas comme ça je trouve qu'on a fait les produits les plus intéressants sur Terre, quoi. Oui, et qu'on les a fait surtout qu'on les a portés et fait évoluer vers quelque chose de positif ou de voilà. Chacun jugera, j'ai envie de dire, hein, je n'impose rien, mais n'hésitez pas à commenter cette news comme toutes les autres d'ailleurs, hein, où que vous voulez, sur notre site lestechno.be ou en regard de la vidéo sur YouTube, puisque ce podcast est également filmé, je tiens à le rappeler. Est-ce qu'on a fait le tour de Binance? Ok. La lettre D comme design, Benoît. On va parler de ce fameux stem player dont je parlais en introduction. Tu vas nous expliquer de quoi qu'il s'agit, le stem player. Voilà. C'est un player MP3 qui a été lancé par Ye, qui est le Kanye West, donc comme tout le monde l'appelle. Enfin, c'est son nouveau nom. On le connaît plus. Voilà, Kanye West a changé de nom parce que il s'appelle Ye. Il est un petit peu lassant. Oui, donc voilà. Et donc le principe du stem player, c'est d'avoir un petit lecteur MP3, mais le produit a l'air d'être intéressant parce que voilà, le lecteur MP3 c'est devenu complètement désuet. On a le téléphone, on a toute la musique qu'on veut sur son téléphone. Et donc là, ils ont vraiment fait une réflexion en se disant tiens, comment est-ce qu'on peut le rendre attractif, qu'est-ce qu'on peut le rendre intéressant. Ils ont fait 2 trucs que je trouve assez sympas. Le design est très joli, c'est très rond, c'est recouvert de silicone, donc j'imagine que ça doit être très doux, très 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 tactile comme ça. Ça a l'air assez petit. Il dit que c'est inspiré d'un galet pour la forme de l'engin, et c'est ce qui lui donne son nom. Il reconnaît des stems. Alors on va être un petit peu calme sur la question. Donc qu'est-ce que c'est quand on monte de la musique? En fait, on va avoir plusieurs pistes quelque part et on va régler comme ça le volume relatif des différentes pistes. Et donc le player reconnaît ainsi les percussions, la basse, la voix. Et le dernier, c'est le reste, quoi. Donc en l'occurrence, ça va être les samples ou tout le reste. Et tu vas pouvoir régler le niveau relatif des morceaux les uns par rapport aux autres. Donc les remixer. En gros, les remixer, tu vas pouvoir te les faire toi-même. Donc ça te permet de te les approprier. En gros, techniquement, ça doit pas être beaucoup plus malin qu'un equalizer. Hein. Donc c'est pas non plus, je pense, un truc avec l'intelligence artificielle qui reconnaît ton morceau. Mais voilà, le truc est par contre très tactile de nouveau parce que tu as des petites rainures dans ton galet. Et ces petites rainures, tu passes ton doigt dessus et ça va justement te permettre, tu vois, de gérer je veux un peu plus de voix, je veux un peu moins de voix, je veux un peu plus de basse, je veux un peu moins de basse. Donc le
produit a l'air d'être intéressant en termes de look et autres. Ça coûte $200. Donc c'est pas donné quand même pour un player MP3 qu'on a gratuit sur son téléphone, hein, je le rappelle. Donc c'est pas donné. Mais par contre, ça vient avec le dernier album. Alors j'ai plus le titre de l'album. Attends, je l'avais noté. Oui, non, mais le titre de l'album, enfin bref, peu importe, c'est son dernier album. C'est d'ailleurs la seule manière de l'acheter. Donc on peut pas acheter l'album en téléchargement sur iTunes ou autre. Il faut acheter le petit player pour avoir le nouvel album. C'est malin. Voilà. Si sort un player à chaque fois qu'il sort un album, ça va être compliqué à gérer à un moment donné. Je vais poser la question à la place de Sébastien, parce que je pense est-ce que ça vibre? C'est en silicone, ça a l'air d'être étanche. Est-ce que ça vibre? Non, hein. Il n'y a pas de retour haptique. Ça pourrait être top avec les basses. Oui, c'est ça. Ça te donne une autre vision de la musique. Une autre sensation en tout cas. Voilà. Moi, ce qui m'inquiète un petit peu, alors c'est l'objet a l'air sympa, l'idée pas mauvaise, mais ce qui me dérange moi un tout petit peu dans ce genre de démarche, c'est que un morceau de musique, il a été créé d'une certaine manière avec des paires d'oreilles qui l'ont écouté, qui ont choisi justement la bonne balance, le bon équilibre entre la basse et tous les autres instruments, etc. Et que quelque part tout ce qui va dégrader la qualité du produit derrière, moi je trouve toujours ça un tout petit peu dommage, quoi, tu vois, c'est comme voilà, moi c'est juste avis personnel d'une fois de plus, mais voilà. Tu as connu l'époque des équaliseurs graphiques, hein, où tu avais ce grand machin, petit bazar totalement que tu gigotais, et puis voilà, j'avais la même réaction par rapport à ça, comme par rapport à tous les filtres loudness, ça se vendait bien, multiplicateurs de basse, et il y avait un argument commercial, parce que plein de boutons et petits trucs qui clignotent. C'est un peu la même idée ici. Ici c'est un peu la même plus idée. Design, plus moderne, plus joli. Sébastien, un avis, une opinion, un truc à remonter? Je vous écoute là, je suis comme à la télé. Les zen. Le Moped Show. Les zen, il est heureux. C'est ça, c'est le Moped Show, je sais pas le dire. Les deux vieux du Moped Show qui discutent. De mon temps, on entendait le triangle. On n'entend plus le triangle. Donc, on est passé au lecteur MP3. C'est quoi le prochain sujet? On a inventé le disque compact. La semaine passée, on a parlé du Walkman déjà. Donc, ça, on a déjà fait. Donc, c'est. Bon, désolé de t'avoir réveillé, Sébastien. Passons à la suite. La suite, c'est M comme mammouth. Et je sais pas pourquoi ça fait rire. Le mot mammouth fait rire. C'était quoi la mammouth écrase les prix? C'était la publicité des magasins mammouth. Ça n'existe plus, ça d'ailleurs. Encore un truc de vieux. Hein. Il y avait une parodie qui disait c'était mamie écrase les proutes ou un truc. Enfin bref. Mammouth, c'est quoi? L'idée, c'est de faire revenir à la vie un mammouth. C'est Jurassic Park, ton truc. Oui, Alain, c'est exactement ça. Alors, c'est bien avant le MP3. Alors, on est vraiment bien avant. Ah, mais bon, par contre, on est un petit peu dans le futur aussi, parce que les mecs, ils utilisent de l'intelligence artificielle. C'est une boîte qui a un peu plus d'1 an, qui était à Dallas et maintenant à Boston, et qu'on n'a pas entendu pendant presque 1 an, et puis qui maintenant viennent d'aller chercher 60 millions de Bluetooth. Les Bluetooth, c'est des trucs avec des biais verts, etc. Ouais. Et donc, leur but, c'est d'utiliser effectivement de l'intelligence artificielle et toute une série de petites sauces internes. Alors, je vous passe tous les détails parce que honnêtement, ça ressemble plus à du marketing qu'à du technique, en tout cas dans les explications. Et pour recréer le mammouth, en fait, bêtement le faire naître et ressortir la bestiole en se disant finalement si on a plus de bestioles c'est bon pour l'écosystème. C'est vrai que j'ai toujours rêvé d'avoir un mammouth dans mon jardin. Oui. Et puis s'ils arrivent avec le mammouth, ils se disent qu'on va pouvoir sauver d'autres espèces, faire d'autres trucs, etc. Donc le mammouth est le premier. Le mouton Molly, c'était dans les années 90. Et c'est vrai que depuis, on n'a pas vraiment eu beaucoup de trucs. Ici, je suis quand même... voilà. Après, ça pose question d'utiliser les techs pour faire ce genre de choses et qu'en plus ce soit fait dans il rentre un peu dans les pays occidentaux.
Je prenais comme référence Jurassic Park, au moins dans Jurassic Park. C'est exactement ça. Hein. On t'expliquait un truc, quoi. On va aller chercher un moustique dans un morceau de tu vois, c'est quoi la technique? Et ils vont quand même rechercher, ils ont quand même besoin d'une base. De l'ADN. Oui, ils prennent de l'ADN. Ouais. Okay. Et puis voilà. Après, on refait le mammouth. Est-ce que ça, enfin, si ces vénérables animaux des temps passés ont disparu, c'est qu'il devait y avoir une raison. Donc pourquoi les faire revenir? C'est tout. Je sais pas. Est-ce que tu as le reportage sur TF1 qui le montre, la disparition du mammouth? Ceci est le dernier mammouth. Ah donc tu ne le sais pas. C'est ça l'idée. En fait, il est mort bêtement, tu vois. Oui, en chutant, voilà. en marchant sur sa trompe, bêtement. La chute du mammouth. Je sais pas ce qu'en pense Benoît, un peu plus sérieusement peut-être, parce que Benoît est toujours un peu plus sérieux. Non, c'est juste qu'en fait c'est un mammouth laineux, donc ça va pervers. C'est peut-être pour faire des grandes pulls, ou je ne sais pas. Non, mais c'est plus efficace qu'un mouton. Oui, il y a plus de laine dessus que sur un mouton. Oui, normalement, c'est peut-être ça l'idée. Hein. Oui, mais enfin bon, il faut encore inventer le mec qui va aller. Imagine la ferme à la place de la ferme de moutons. Oui, bien sûr. J'ai même pas dit le nom de la boîte. C'est colossal. Oui, c'est colossal, c'est la boîte. Ça, c'est vrai, c'est colossal la boîte. Il pouvait que faire un mammouth. Un truc avec les noms de boîte aujourd'hui, ça. Oui, je sais pas. Est-ce que c'est le nom générique de la boîte ou la boîte s'appelle autrement? Parce que si quelqu'un vient nous faire un commentaire, on dit oui, mais vous n'avez pas parlé de la maison mère. Ah ben non. Oui, c'est colossal bioscience. Ah ben voilà. Merci pour cette précision. Évidemment, comme chaque fois, si le sujet vous intéresse et si vous avez envie de dépasser notre côté gaudriole de ce traitement, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur les liens. On vous met tout dans la description, les liens vers les sources d'informations de mes petits camarades. Donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si le sujet vous intéresse. Et je pense que c'est passionnant. Oui. Oui, non, ça allait. Après, il faut voir si ils ont juste pris 60 millions pour s'en foutre plein les fouilles, ou s'ils vont vraiment sortir un truc. S'ils sortent un mammouth, et rappelez-vous, vous l'avez vu ici en premier, hein, parce que personne ne vous parle de mammouth. Hein. Exactement. Si on vous ils propose ont quand même inventé d'investir dans le mammouth. Dans le jardin, je sais pas de problème. Ils ont inventé la dé-extinction. Je trouve ça génial. Oui, c'est ça. Oui. On peut imaginer après tous ces animaux qui sont en voie de disparition. Du coup, on s'inquiète plus pour eux. Tu vois, les koalas en Australie, il y en a de moins en moins, il paraît. Bon, bah, tant pis, on en refera d'autres. Bah, c'est pas compliqué. Voilà. Donc du coup, ça change quand même pas mal de choses dans notre existence. Merci pour cette information. Du coup, primordiale, j'ai envie de dire. C'est vrai. On est à la lettre N déjà. Qu'est-ce qu'on avance vite? N comme Niclavision. Benoît, on va parler de caméra et d'intelligence artificielle. Qu'est-ce qui fait rire Sébastien? Ça y est, on est démonétisé. Hein. Oui. Pourquoi? Ah là, déjà le titre Niclavision, c'est pas gagné quoi. Elle est con, hein. Elle est con. Mais ça, très honnêtement, je ne l'avais pas anticipé. Pourtant. Ah, tu l'as pas entendu. Non, je l'ai lu plusieurs fois pourtant, à voix haute en plus. C'est un truc pour aveugles. C'est con. Et là, je vous renvoie à nos hors-série. Ah oui, salut David. Benoît, de quoi s'agit-il? C'est plus sérieux que ça. C'est le dernier produit d'Arduino Pro. Oui. Donc la gamme de produits Arduino qui a démarré à destination des makers, qui prend toujours d'ailleurs des produits à destination des makers, mais qui s'est réorienté sur le marché pro et qui a maintenant une gamme assez forte. Et l'idée, c'est d'avoir en fait un petit module qui va combiner une caméra avec un petit processeur suffisamment puissant pour pouvoir faire de la reconnaissance d'image. Donc tu peux faire tourner un moteur neuronal dessus pour reconnaître une image. La résolution est de 2 millions de pixels en couleur. C'est pas colossal, mais c'est suffisant. Tu l'adosses à un modèle TinyML, donc ça veut dire un modèle que tu as entraîné sur un autre système. Hein. Tu le charges déjà entraîné. Et puis il y a quelques petits gadgets supplémentaires. Il y a un petit accélérateur, il y a un détecteur de distance, des petits éléments qui t'aident
on va dire, adapter l'appareil à une situation spécifique. Et puis à partir de là, tu vas comme ça pouvoir construire tes modules. Et évidemment, puisque c'est dans la gamme Pro, ça vise plutôt soit du prototypage pour préparer la réalisation d'un vrai produit, d'un produit plus avancé, soit des choses, des petits produits qui vont vraiment être spécifiques pour des très petites séries, quoi. Alors le principe, donc, c'est petit, ça fait tourner de l'intelligence artificielle. La petite caméra est capable d'un format que je ne connaissais pas, mais sur laquelle on peut venir installer en fait des objectifs supplémentaires. Donc il y a moyen de venir visser. C'est un format standardisé, donc on trouve c'est pas M2 qu'on dit. Il me semble que c'est. J'ai pas retenu la spec, mais enfin l'idée c'est que c'est pas comme les caméras de surveillance. Hein, c'est un format vraiment pour des petits capteurs comme ça. Leur marché annoncé, c'est le edge computing et le calcul d'image dans le cadre du edge computing. Donc l'idée, on rappelle, du edge, c'est de dire, on va envoyer des données sur le cloud, mais c'est pas efficient d'envoyer des grands streams de données sur le cloud, et donc on va faire un pré-traitement au plus près de l'acquisition de la donnée et l'envoyer. Et alors, dans les exemples qu'ils présentent, il y en a un que j'ai trouvé vraiment intéressant. C'est l'idée de tu vas justement vouloir sur le cloud mettre une série de capteurs et tu vas vouloir par exemple automatiser ton usine, pouvoir la suivre à distance, avoir tous les capteurs comme ça. C'est très bien. Bon, si tu dois commencer à remplacer toutes les jauges, les valves, les différents systèmes de mesure dans l'usine, ça va coûter cher parce qu'il va falloir, remplacer tous ces machins-là, les connecter à Internet et tout. Donc ça va pas être simple parce que c'est gros travaux. Et l'idée, c'est effectivement, quand tu remplaces de l'équipement, tu vas mettre de l'équipement qui est directement connectable. Mais sur les équipements plus anciens, tu mets la petite caméra devant, tu mets un modèle qui est entraîné à reconnaître, si on imagine une valve par exemple, tu vois, avec une petite aiguille qui monte ou qui descend, on met un modèle qui est entraîné à reconnaître la valeur qui s'affiche sur l'aiguille. Et ce qui va donc la caméra va reconnaître ça, et ce qu'il va envoyer comme signal, ça va être la même chose que si tu avais remplacé la jauge en question par une jauge intelligente, on va dire. Alors, l'intérêt, c'est que ça te permet en fait, à relativement faible coût, parce que le petit module coûte 50 €, donc c'est pas la mort, de remplacer en fait, quelque part, d'automatiser, de connecter des composants plus anciens qui sont a priori pas conçus pour être connectés sans avoir, à te lancer dans des gros travaux de remplacement, etc. Et sur certaines machines, ces gros travaux de remplacement sont assez contraignants parce que la machine, elle peut avoir été certifiée pour certaines utilisations, donc il faut remettre des composants spécifiques, etc. Je trouve quand on réfléchit, on se rend compte, mais oui, effectivement, il y a plein d'utilisations. Et vraiment, l'idée, c'est, je vais juste envoyer, du coup, le petit module, il va juste envoyer un chiffre. Donc la bande passante, la consommation, elle est très faible. Les données que tu balances sur le cloud sont très faibles, donc du coup tu peux mettre ça dans toute ton usine sans avoir à reprévoir une mise à jour de ton réseau ou quoi que ce soit. Voilà. Génial. Je vais pas répéter le titre parce que Sébastien va redire une bêtise. C'était bien vu. Mais non, l'objectif c'est encore plus petit que ce que j'imaginais, parce qu'effectivement quand on voit la taille par rapport à une main par exemple, j'imagine que la main c'est une main normale, donc c'est encore beaucoup plus petit. Je trouve ça juste génial, hein, ce genre de bitonio. Sébastien. Oui, alors moi je veux juste souligner un truc. Alors, sur le premier sujet, Benoît a claqué 1500 balles. Sur le deuxième sujet, il claquait 200 balles. Sur le troisième, il a déjà plus que 50 balles en poche. Alors, si tu n'avais pas tout claqué dans un écran, on aura encore du budget pour le dernier sujet. Oui, le dernier sujet qui viendra d'ici quelques instants, effectivement, tu as raison, voilà. C'est un peu ballot, c'est dépenses un peu disproportionnées, autant le noter, effectivement. Sinon, un truc intelligent je peux changer. Ah d'accord, ok. Je pense que c'est clair. Non, on n'aura pas ça, c'est pas pour cette semaine en tout cas, il va falloir patienter un tout petit peu. Allez, on passe à la suite alors. On est à la lettre Q.
Comme Quest 3, Sébastien, c'est le futur casque de réalité virtuelle, signé Meta. Il y a des tweets organisés par son propre patron, donc c'est pas vraiment des tweets, c'est quelques informations, j'ai envie de dire, sur ce que sera le Quest 3. Et tu as épluché ça pour nous, Seb. Oui, en fait, c'est dans un podcast que Mark Zuckerberg a fait une petite interview pour parler de son futur Quest 3 qui n'existe pas encore. Et maintenant, peut-être que les équipes d'ingénieurs sont déjà dessus, sinon, effectivement, il n'en parlerait pas, mais il annonce que les équipes en rajouteront ça probablement. Donc voilà. Donc il y a eu le 1 était rappel du Quest, un des premiers casques autonome et avec qui permettait de jouer avec une certaine qualité quand même de chez Meta. Le Quest 2 a pas mal augmenté tout ce qui était résolution, etc. Et le Quest 3, on parle pas de résolution, on parle de certaines fonctionnalités complémentaires, et les fonctionnalités, ce serait le suivi des yeux et du visage. Pourquoi ? Ça se fond un petit peu avec l'ambition de Marc, notre cher Marc, qui veut un métaverse, et que sur le métaverse, si tout le monde a son casque, si vous avez déjà essayé ce genre d'app, vous avez des avatars de l'autre côté, mais si on te montre avec ton casque, t'as quand même juste l'air d'un con dans ton salon. Ouais. Et ton avatar, il a les yeux au pire qui va un petit peu à droite à gauche, mais c'est pas hyper réaliste. Ici, effectivement, il faudrait quelque chose de plus réaliste qui permette de faire le suivi sur le visage pour pouvoir montrer effectivement la personne comment elle sourit, les yeux, où elle regarde, etc. Voilà. Après, ce sera peut-être pas le seul utilisation. Je pense que dans certains jeux ou certaines applications, il peut y avoir quelque chose de plus utile d'avoir ce suivi des yeux, et quelque chose qui n'est pas révolutionnaire, parce que de l'eye tracking, fin des années 90, il y a déjà des trucs qui se vendaient qu'on mettait en dessous des écrans et qui te permettaient de voir presque au pixel près où tu regardais sur l'écran, et c'était assez bien foutu. Maintenant, il faut que ça rentre dans un casque, il faut que ce soit emballé commercialement, vendu en masse, etc. Alors qu'à l'époque, c'était des produits un peu pro, coûte un petit peu bonbon. Voilà. Alors, par contre, tu parles pas de design, parce que le design du premier, c'était un gros casque. Le design du deuxième, c'était un gros casque. Et c'est vrai qu'on aimerait un moment avoir un truc où on a l'air un peu moins con quand on fait de la réalité virtuelle, parce que ouais, mais enfin, quand t'es dans le méta, tu t'en fous, hein. T'as l'air d'un con dans la réalité. Mais ça pèse un peu sur ton pif. Oui, c'est vrai. Donc j'imagine que Quest 4, là, il sera question d'avoir des accessoires pour avoir des avatars avec des jambes. Parce que ça manque quand même, hein, parce que c'est bien d'avoir des yeux qui partent dans tous les sens, mais on n'a toujours pas de jambes chez Meta, donc ça c'est quand même pour s'identifier, c'est quand même un peu compliqué, quoi. Je dirais, pour prendre au sérieux son interlocuteur, déjà t'as pas de jambes, alors camembert. Donc pas de chocolat. Ça pas de chocolat, pas de jambes, pas de mendiant. Voilà. Bon, ça avance. J'ai envie de dire ça comme ça. Est-ce qu'on a une date de sortie ? Est-ce qu'il y a une échéance pour écoute, entre le premier et le deuxième, il a fallu quasi 2 ans, et le 2 est sorti de mémoire début de l'année passée, ou un tout petit peu avant. Donc pour moi, potentiellement, c'est vrai qu'il pourrait arriver pour les fêtes cette année. Ça me semble totalement impossible. Ouais. Tu as le Quest 2, toi ? Non, tu l'as ou pas ? Je sais pas. Oui, je l'ai. Ok. Je l'ai assez peu utilisé, mais c'est vrai que c'est un casque et comme je disais au tout début, que je trouve appréciable pour jouer. À l'époque, David, qui est aussi un de nos chroniqueurs ici, lui utilisait le précédent de chez Oculus, donc je reviens plus sur le nom comme ça tout de suite, mais qui ne fonctionnait que connecté à un PC. Oui. Et donc, lui aime bien, il a sa machine, sa tour, etc., des grosses cartes et tout le bazar. Ouais. Et moi, j'ai un petit laptop pour bosser, donc mon petit laptop n'est pas capable de faire ce genre de truc. Donc, ce genre de produit autonome me parlait plus. Parce que voilà, j'ai pas besoin d'un câble, je suis juste au milieu de mon salon et j'ai l'air con, mais je suis au milieu de mon salon tout seul, pas avec un câble, et je vais pas me casser la gueule, quoi. C'est ça, mais je pense qu'aussi, en termes d'adhésion du public, le fait de ne pas être inféodé à une grosse machine qui coûte par ailleurs assez cher, c'est plutôt, voilà, c'est bienvenu aussi, quoi. Qu'en pense Benoît de ces machins-là je veux bien dire, tu sais que les jeux, c'est pas trop mon truc, donc... Mais ici, ça va au-delà du jeu, parce que le métavers...
Le métavers, ça va au-delà du jeu. C'est un univers enfin voilà, c'est un métavers, quoi. c'est pas un univers. Il y a énormément de production, hein. Faut pas se limiter aux jeux sur les casques. C'est ça, oui, c'est pour ça que si tu vas sur YouTube ou d'autres, tu veux faire visiter un pays en immersion. Quand tu le regardes en immersion, quand tu le regardes sur les yeux d'un réalisateur, tu as la vue du réalisateur de ce qu'il t'a montré. Tandis qu'ici, tu as un chemin qui est aussi réalisé. Hein, mais sur le chemin, tu as le droit de regarder où tu veux. Et donc, ça te donne une certaine liberté qui est très différente que quand, effectivement... Quand un réalisateur a décidé de te montrer les choses, etc. Réalisateur. Ouais. Et donc, pour en avoir déjà regardé quelques-unes, et il y a ça, il y a des spectacles qui sont spécialement enregistrés pour, il y a des vidéos, tu peux... Enfin, plein de vidéos... qui sont assez intéressantes et des applicatifs. Donc il n'y a pas que du jeu, il y a beaucoup de jeux. C'est là que ça se vend le plus. Mais, on voit aussi de plus en plus, alors peut-être pas avec le Quest 2 ou le Quest 1, mais avec d'autres casques de réalité virtuelle et également pas mal d'enseignements qui se font de plus en plus pour modéliser, pour voir en 3 dimensions une cellule, etc., et pouvoir interagir avec des éléments externes, en mécanique aussi, j'ai vu ça. Tu peux démonter un moteur en 3 dimensions. C'est à la fois ludique et à la fois didactique. Je trouve ça plutôt pas mal. Il faut le tester, quoi. Faut l'essayer. Mais je pense que ça, au-delà du jeu vidéo, je pense que le jeu vidéo, c'est vraiment c'est un peu comme le jeu vidéo est à l'informatique, ce qu'il est aujourd'hui à ce type d'application, quoi. Clairement. Je sais pas ce que vous en pensez chez vous qui nous écoutez. N'hésitez pas à nous le faire savoir, à nous dire ce que vous en pensez. Et si vous avez une expérience dans le domaine, elle est encore la mieux venue. J'ai presque envie de dire. C'est tout ce qu'on avait à dire sur le sujet. On va attendre qu'il sorte, du coup. Vivement Noël. C'est le dernier sujet déjà, donc j'aurais peut-être un tout petit peu menti quand je disais qu'on allait prendre 60 minutes de votre temps, mais c'est pas très grave parce que ce sont des minutes tout à fait agréables que nous passons ensemble, et avec Benoît, nous allons parler d'un anniversaire. Donc je n'ai pas sorti le chapeau pointu et le gâteau d'anniversaire, etc., mais on pourrait chanter Happy Birthday Raspberry Pi original. Voilà, 10 ans déjà. Eh ben, moi, ça me paraissait plus long. Tu vois ? Mais oui, moi aussi. J'étais persuadé que le Raspberry Pi, il avait 20 ans ou un truc comme ça. J'étais surpris de voir les annonces de ses 10 ans, il y a quelques jours en fait. Et quelque part l'actu, c'est ça. Le Raspberry Pi, il y a 10 ans, la première version est sortie. C'est l'occasion pour eux de faire un petit retour sur l'aventure avec une petite vidéo qui est assez sympa et qui rappelle en fait l'idée de départ. Qui était c'est en fait une tactique de recrutement de l'université de Cambridge pour ramener des étudiants dans la partie informatique parce que ça n'était plus très très populaire, et il s'était dit tiens, mais en fait quand moi j'ai appris l'informatique, ce qui m'a attiré, c'est d'avoir à la maison une machine sur laquelle je pouvais un petit peu bidouiller. Je pouvais faire des jeux, je pouvais faire des petits programmes moi-même, je pouvais faire des choses comme ça. Et donc ça a piqué ma curiosité. Et c'est vrai qu'il y a 10 ans, on avait des machines qui étaient très créatives, parce que je pense par rapport aux machines je pense qu'on est un peu de la même génération. On est rentré dans la techno en bidouillant sur des petits micro 8 bits ou des petites machines sur lesquelles on pouvait un petit peu développer. C'est vrai que ces machines-là étaient créatives sur ce point-là, mais pas très créatives sur d'autres plans. À peu près la seule chose créative qu'on avait à l'époque, si je me souviens bien, c'était les programmes de mise en page. Tu regardes un Mac moderne, par exemple, c'est une machine qui a plein de possibilités de créativité. Tu vas pouvoir faire de la vidéo, tu vas pouvoir faire de la 3D, tu vas pouvoir faire de la modélisation, tu vas pouvoir plein de trucs qu'on pouvait juste pas imaginer il y a 20 ans. Mais par contre, c'est des programmes tout faits. Tu vas pas, toi, apporter ta pièce à la partie informatique, quoi. Tu vas consommer l'informatique, mais tu vas peut-être faire des choses très créatives avec, mais tu vas pas être créatif en informatique. Oui, tu vas pas faire d'informatique. En fait. Son idée, c'était de dire, il faudrait une petite machine qu'on peut bidouiller, qu'on peut bricoler, sur laquelle on va pouvoir se relancer là-dedans. Et donc, il fallait qu'elle soit très bon marché.
Et d'où l'idée de lancer le premier Raspberry Pi. Il raconte l'histoire, comment ils ont monté la machine, comment les premières versions, ils avaient plein d'ambition, puis ils se sont rendus compte que l'OS c'était un peu compliqué, donc en final on va faire un Raspbian et on va se contenter de faire le hardware. Enfin voilà, c'est pas mal fait, c'est sympathique. Et puis c'est quand même une machine qui a eu pas mal d'influence parce que tel le premier usage et ça a fonctionné, ils ont plein d'étudiants maintenant, mais tu as aussi tellement de petits gadgets qui ont été construits sur des Raspberry Pi, donc c'est plutôt chouette quoi, ces 10 ans, c'est passé vite et ça a donné plein d'idées créatives. C'est marrant parce que 10 ans, ça fait à peu près 10 ans qu'on fait des podcasts technologiques, hein, même plus que 10 ans aujourd'hui, si on compte vraiment tout. Et moi, j'ai l'impression qu'on a toujours connu le Raspberry Pi dans nos infos, etc. Par contre, je me rappelle de cette vidéo, en tout cas de certains passages, qu'on vous met évidemment, hein, on vous met le lien, comme tous les liens vers les news dont on parle. Vous pourrez aller la revoir si vous voulez. Cette vidéo qui explique un peu la genèse du Raspberry Pi. Qu'en pense Sébastien ? Ouais, écoute, moi j'aurais été super content d'avoir ça quand j'étais gamin. Donc effectivement, on est plus ou moins de la même époque à quelques années près. Oui. À l'époque, c'était aussi le bidouillage, mais on n'avait pas cette possibilité d'électronique. L'électronique n'était pas aussi facile. T'avais des kits et des machins, mais c'était pas aussi accessible que ce que tu peux avec le Raspberry. C'est génial. Ouais. Moi, je me rappelle, on bidouillait pas mal avec du Spectrum, du Sinclair Spectrum et des choses comme ça, ou du ZX81. Et il y avait un fabricant de kits qui s'appelait Veloman, qui vendait des cartes à plugger sur le port parallèle, et donc qui permettait de faire de l'entrée-sortie ou d'activer des relais, des choses comme ça, et avec lesquels on pouvait déjà commencer à avoir les prémices de la domotique. Et en tout cas, quand on était étudiant, faire des projets qui sortaient un petit peu de l'ordinaire et qui sortaient un peu des sentiers battus. Et donc, voilà, moi, c'était ça, et c'est vrai que c'était pas méga accessible. Beaucoup moins, en tout cas, que l'est le Raspberry. On a parlé d'Arduino juste avant, enfin, il y a quelques temps aussi. C'est un peu dans la même philosophie de do it yourself, et puis surtout d'expérimentation, et là aussi, de côté ludique. Après, bon, si vous n'avez pas la fibre informatique ou électronique, ça c'est un autre problème effectivement, mais si vous l'avez, je pense que là je vois pas ce qui peut vous faire plus plaisir que ça. Hein, juste pour info, Veloman existe toujours. Ils ont remplacé le petit kit de sapin de Noël que tu soudais pour apprendre à souder par un petit kit de coccinelle. D'accord. C'est très joli, c'est très mignon. Oui, non, ils fabriquent toujours des kits. Je n'ai jamais su quelle était l'origine de cette marque. Est-ce que c'est hollandais? C'est une boîte belge. C'est possiblement belge. Donc il doit y avoir d'autres choses pour la France dans l'esprit. Et puis il y avait les revues et il y avait. Mais ils vendent dans le monde entier. Hein. Ah oui, même les Américains connaissent Veloman, c'est ça qui est dément. Je voulais dire, si c'est une marque belge, il y a peut-être une marque équivalente en France. Je ne dis pas que Veloman n'est pas vendu à l'étranger. Par contre, il y avait des revues genre Elector ou Électronique Pratique. Électronique Pratique, c'était français, dans lesquelles on avait les plans pour fabriquer des trucs, comme par exemple le fameux décodeur Canal+. Mais là aussi, c'était pas nécessairement accessible à tout le monde. C'était vraiment pour soit des professionnels, soit des amateurs très avertis, quoi, hein, qui avaient un petit peu de matériel à la maison. Ce qui m'a surpris avec Veloman, je lisais une interview c'est comment la bonne femme qui a cette boîte américaine qui fait justement d'autres kits genre Arduino, j'ai oublié son nom, peu importe, qui expliquait qu'en fait elle a démarré en faisant des kits Veloman. Oui. Donc le truc, ils ont une distribution quand même assez importante. Oui, pour la petite histoire, hein, donc Veloman, effectivement, c'est belge, Cocorico, hein, donc c'est néerlandophone, ça vient du côté de Gand. Et donc c'est une boîte qui date de 72, et alors c'était, pour te dire à quel point c'est connu à l'étranger, Radio Shack, quand même gros truc américain, annonçait que Veloman était sans discuter le leader des kits do it yourself. Ben voilà. Donc, c'est voilà. Bonne info, bonne pioche. Ça nous a, enfin, moi, en tout cas, ça me rappelle plein de souvenirs.
C'est ça qui est rigolo également. Et la gamme s'est au fil du temps étoffée. Hein. Ça a commencé avec le fameux flip-flop, hein, le truc bête et idiot. Non, c'était juste 2 lettres qui clignotaient, flip-flop. C'était voilà. Et puis ça allait jusque le fameux sapin de Noël qui vous apprenait à souder des LED. Et de préférence à la bonne hauteur, et enfin voilà, tous ces machins là, et puis voilà. N'oubliez pas de mettre une résistance, parce que j'ai fait des cours d'électronique à l'époque, et nous ça faisait, et on mettait pas de résistance, alors ça fait un bruit, et à chaque fois qu'on faisait péter une LED, il y a le prof qui arrivait en courant, il dit qui a fait ça? Non, rien, il s'est rien passé. Et alors, l'odeur de ce truc, mais ça fait beaucoup de bruit, une LED qui explose, hein. Non, ce qui fait le plus de bruit et qui fait le plus de dégâts, c'est le condensateur connecté à l'envers. Bon. Ça, moi, ça m'est arrivé aussi. Et je ne sais plus à qui j'en parlais il n'y a pas tellement longtemps. Et j'avais une fois fait ça chez moi. Après, on va arrêter les histoires de vieux cons. Mais j'avais fait ça chez moi. J'étais parti manger, j'avais pas débranché mon montage et j'avais monté mon condensateur à l'envers. C'était un gros. Et donc, ça a fait une espèce de bang, parce qu'il y a une soupape, hein, il y a un truc en caoutchouc. Mais par contre, à l'intérieur, l'isolant, le diélectrique, c'est une espèce de paille comme ça, c'est un truc très... Et donc ça s'était foutu dans tous les autres composants de la plaquette. Et donc j'ai dû, parce que pour pas me faire passer pour un con le lendemain au laboratoire, j'ai dû à la pince à épiler aller retirer tous les poils qui s'étaient enfichés un petit peu partout dans le truc, et vite remonter, heureusement j'en avais un de réserve, remonter un condensateur cette fois-ci dans le bon sens. Voilà, je ferme la parenthèse, vous connaissez une partie de ma vie maintenant, je ne pourrai plus me promener en rue sans qu'on me montre du doigt en me moquant. Et vous aurez bien raison. Est-ce qu'on est arrivé au bout de cet épisode? Il me semble que oui. Oui, la conclusion de cet épisode, t'as tout à fait raison, Benoît. On est arrivé à la lettre V comme Veleman, qui nous doivent maintenant un peu de pognon. Parce qu'on a quand même bien parlé d'eux. Donc, n'hésitez pas, hein, les gars. Vous trouverez l'adresse sans aucune difficulté, tout comme nos auditeurs nous trouvent toujours sans aucune difficulté, quelle que soit la plateforme de podcast ou sur notre chaîne YouTube ou sur Internet de manière générale, puisque nous sommes bien présents avec lestechno.be. C'est là que vous retrouvez toutes les informations. C'est par là également que vous pouvez communiquer avec nous ou via les réseaux sociaux comme Twitter, Facebook, un peu moins Facebook, mais Twitter essentiellement, il n'y a aucun souci pour nous retrouver là aussi. Merci beaucoup Sébastien, merci beaucoup Benoît, on va se retrouver bien vite parce que on a la langue bien pendue aujourd'hui, jour d'enregistrement de cet épisode, et donc forcément il va y avoir un bonus qui va venir, qui est peut-être déjà là d'ailleurs au moment où vous écoutez cet épisode 344. Merci à tous, merci de nous avoir écoutés, à très bientôt, salut.